Mesdames et messieurs, bienvenue sur le plateau du LC Mag. Et merci d'accueillir comme il se doit le présentateur de l'émission, Isma. Ça va, tiens, ça va, Vincent, comment ça va? Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du LC Mag. Nous sommes de retour et pour démarrer cette émission, une exclue. Il a accepté d'être le parrain de notre émission. Il anime tous les dimanches Click sur Canal+. J'ai été personnellement le rencontrer et j'en ai fait une interview. Nous allons la découvrir tous ensemble. Pour ça, je vais demander le magnéto à JP. C'est parti. Bonjour Mouloud. Comment ça va? Ça va et vous? C'est un honneur d'être interviewé par toi. Bah, c'est Regarde tout ce que gentil. tu fais. Merci beaucoup. Tu vas aller C'est très très gentil. loin. J'espère, merci, c'est gentil. Pour commencer, tu peux te présenter brièvement, même si beaucoup de gens te connaissent. Non, beaucoup de gens ne me connaissent pas, sinon la France irait pas aussi mal. Non, je m'appelle Mouloud Achour, j'ai aujourd'hui 37 ans, j'ai grandi à Noisy-le-Sec, en Seine-Saint-Denis. J'ai un parcours dans le journalisme, d'abord dans la radio, une radio associative qui s'appelait Fréquence Paris Pluriel, où on faisait une émission sur le rap. Ensuite, j'ai été journaliste dans la presse musicale avec le journal Radical, puis The Source. Après, j'ai fait des documentaires pour la télévision. J'ai animé une émission sur MTV avec China. Et ensuite, je suis allé sur Canal+, travailler à la matinale pour suivre les campagnes présidentielles la présidentielle de 2007 et les municipales de 2008. Après, j'ai fait 5 ans au Grand Journal avec Michel Denisot. Ensuite, on s'est fait virer Canal+. On a créé Click. Le site a marché et on est revenu sur Canal+. Et tous les dimanches, on peut nous retrouver à 14h25 en clair pour une émission d'information qui s'appelle Click Dimanche. Ok, bah c'est super. En tout cas, on est ravis de pouvoir te rencontrer aujourd'hui. Et tu peux nous dire en fait ce qui t'a intéressé dans notre émission, le LC Mag? C'est que j'ai eu l'impression de voir ce que je rêvais de faire quand j'avais votre âge, quoi. C'est-à-dire que c'est génial que ça se mobilise, que ça s'organise, qu'il y ait des moyens et que c'est travaillé, quoi. C'est pas amateur, tu vois. Donc, ça se voit que vous y mettez du cœur, de la passion et il n'y a pas d'autre. La recette, en fait, il n'y a pas d'autre ingrédient, quoi. C'est cœur, passion, travail. Exactement. Il n'y a que ça. Bon, en tout cas, notre prochaine émission sera diffusée le 8 novembre. Ouais. Elle portera sur la destruction des destructions des tours en banlieue. Ouais. Et ça te dit quelque chose ou... Déjà, la destruction, ça veut dire que personne ne s'est vraiment posé la question de la construction. C'est-à-dire quand on prend l'histoire de l'immigration, on a quand même tous été parqués, enfin nos familles ont tous été un petit peu parqués là-dedans et que ça a été fait à la va-vite et que des architectes de bonne volonté, certes, ont raflé des marchés publics sur le dos de nos ancêtres, mais qu'il n'y a pas eu une réflexion sur qu'est-ce qu'on va faire de ces gens. C'est-à-dire que souvent on vendait aux populations qui étaient dans les bidonvilles un progrès, ce qui était un progrès d'aller dans un loyer, dans un appartement avec un loyer chauffé, de l'électricité, de la lumière, c'était déjà un très grand progrès. Mais on n'a pas pensé aux enfants, on n'a pas pensé à l'évolution de l'humain au cœur du béton. Et je pense que cette question elle est centrale. Parce que quand tu lèves la tête, que tu es enfant et qu'au-dessus de toi tu as le ciel, c'est canon, mais quand tu as un gratte-ciel, c'est pas la même chose. Et que on a beau être dans des grands espaces avec ce qu'ils appellent des espaces verts, mais on n'est pas des moutons, quoi. On n'est pas content quand on a un jardin, tu vois. C'est pas notre jardin, c'est le jardin à tout le monde. Il n'est pas entretenu et souvent. Ces bâtiments qui étaient la modernité dans les années 60, 70, ont été rénovés souvent que de l'extérieur et vaguement de l'intérieur pour les mettre aux normes de sécurité. On te filme beaucoup, tu es bien passionné des mangas et tout. Ouais. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à nos jeunes, enfin parce qu'on est beaucoup de jeunes à participer à l'émission, qui veulent monter, qui veulent... faire des projets. Franchement, comme ça, le seul truc, c'est ayez une passion et partagez-la en fait. Ça sert à rien de vouloir parler avant d'avoir des choses à dire. Et le vrai truc, c'est si ta passion, moi par exemple à l'époque c'était le rap, mais le rap c'était pas à la mode. Tu sais, en 95-96 à Noisy, quand tu disais ouais j'aime le rap, on te traitait de Zoulou, quoi. C'était tu vois.
ils écoutaient pas ça à l'époque, les grands, c'était pas du tout la culture, tu vois, ils écoutaient de la funk, du rail. Et si aujourd'hui ta passion c'est les mangas, si c'est la littérature, si c'est le théâtre, si c'est l'espace, si c'est les insectes, si c'est ce que tu veux en fait, si c'est la mode, si c'est les mathématiques, en fait la vraie question c'est juste aie pas peur de ce que t'aimes. Exactement. Tu vois, faut juste pas avoir peur de ce que t'aimes et faut pas avoir peur de creuser jusqu'au bout pour tout savoir sur ce que tu aimes, tu vois. Il faut y mettre tout son temps en fait. Mais à partir du moment où tu arrives à communiquer cette passion-là, c'est que tu as déjà quelque chose de plus à donner que les gens qui veulent faire ce truc-là. Parce que souvent, les gens qui veulent faire journaliste ou présentateur, ils veulent raconter des news. Mais en fait, ça s'appelle un métier qui est en voie de disparition parce qu'aujourd'hui, avec un téléphone, les news, tu les as tout le temps. Donc ces gens vont disparaître. Exactement. Sans s'en rendre compte, ils sont déjà en train de disparaître. Alors que si tu es le seul mec à pouvoir me raconter sur une spécialité particulière une info que toi seul peux donner, là, c'est intéressant. Bon, en tout cas, on est encore ravis de Moi te aussi, je rencontrer. suis super content, je suis très C'est très fier. gentil et notre émission touche à notre Déjà interview, pardon. D'accord, touche à l'émission, sa fin. l'interview touche à sa fin. Touche à sa fin. D'accord. Et voilà, en tout cas, merci à vous. Encore. Merci à toi. Merci à toi. Et surtout, merci La Courneuve et gros bisous à tous les habitants de La Courneuve, toutes les familles. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Donc voilà, merci à Mouloud Achour qui regarde l'émission, du moins j'espère. En tout cas, l'équipe du LCMAC te salue. Alors, sans transition, pour animer ce second numéro à mes côtés, je vous demande d'accueillir la talentueuse Malika. Ça va ? Tiens, allez, fais ça. Merci. Alors, bonjour Malika, comment tu vas ? Très bien, merci. Et toi? Bah écoute, ça va. Je suis ravie de co-animer avec toi ce second numéro du LCMAC qui donne une nouvelle fois la parole aux jeunes de La Courneuve. Et ce soir, nous allons parler d'un sujet très important. Et oui, d'un sujet très important. Justement, tu peux nous en dire un peu plus sur le sujet ? Bien sûr, alors nous allons parler de la destruction des tours à La Courneuve dans le cadre de la rénovation urbaine et du projet Grand Paris. Tout le monde en parle de ce projet, mais sommes-nous bien informés sur Eh le bien, sujet? c'est la question qu'on se pose tous ce soir. Bah oui, c'est ça le LCMAG. On met les vrais sujets sur la table et on en parle. Ce soir, vous retrouverez des sketchs, un live musical. Un grand reportage réalisé à La Courneuve. Puis dans l'instant politique, nous rencontrerons Monsieur le maire qui nous expliquera sa vision sur les projets en cours dans l'instant politique. Eh bien, sans plus attendre, nous accueillons nos deux invités. Notre premier invité est architecte et urbaniste. Il est venu nous parler du Grand Paris et de la future gare des 6 routes implantée à La Courneuve. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir comme il se doit, Monsieur Antoine Vigé-Collet. Alors, notre second invité est courneuvienne cette fois-ci. Elle est actrice, elle a joué dans des films comme L'Esquive, La Graine et le Mulet ou encore La Source des Femmes. Ce soir, elle joue à domicile et vient de parler de sa Courneuve à elle. Je vous demande d'accueillir Sabrina Ouazani. Alors, tout d'abord, merci d'avoir répondu présent ce soir avec nous. Alors Sabrina, j'ai une première question pour toi. J'espère que, bon, j'imagine que tu es heureuse d'être avec nous ce soir. Mais ma première question était, qu'est-ce qui t'a motivé en fait de venir dans le plateau avec nous ce soir? Effectivement, La Courneuve, c'est ma ville, j'y ai toujours vécu, j'y suis toujours et je trouve que vraiment le LCMAC, c'est une très très belle initiative. Je vous félicite, je vous dis bravo à vous comme à toute l'équipe qu'il y a derrière parce que je trouve que c'est génial effectivement de faire ça, de donner la parole aux gens, aux Courneuviens et de s'en soucier, donc c'est top, bravo. C'est vrai, eh bien merci à toi. Tu as habité dans la tour Balzac, du coup, Oui. qu'as-tu ressenti lors de sa destruction? Je veux dire, qu'est-ce que ça fait de voir du jour au lendemain la tour dans laquelle tu as habité durant plusieurs années se disparaître comme ça, détruire? Ça a été quelque chose, mais d'abord on a pu anticiper ça un peu parce qu'on avait, moi je me rappelle de chez moi, j'habitais au 12e étage, j'avais vu la barre Renoir déjà se détruire et à l'époque déjà ça m'avait fait un choc et je me disais c'est bientôt nous qui allons y passer, donc effectivement il y avait déjà une sorte de nostalgie déjà qui
qui s'est imposé. Et puis bah, forcément, le jour J, ça a été un déchirement parce que j'ai des millions de souvenirs dans cette bar Balzac, à la Cité des 4000, les chasses à l'homme dans les bâtiments, les parties de foot en bas, les parties de basket. Même à un moment, il y avait une mode de tennis, je sais pas, on s'est enflammé. Mais voilà, j'en ai des souvenirs, donc forcément, ça me fait quelque chose. Et même encore maintenant, de me dire que moi, je peux pas revenir là où j'ai grandi, là où on a grandi, là où on a vécu tant de choses, nos premières émotions, nos premiers sentiments, tout. Donc ouais, ça fait quelque chose, forcément. Antoine, quand vous entendez Sabrina, pensez-vous que la destruction des grands ensembles soit une fin en soi ? À la destruction, certainement pas. Non. Je pense même que la démolition de bâtiments, ça doit être vraiment un dernier recours. Le film, quand il a fallu partir, il y avait une dame qui disait quelque chose de très juste, qui disait que ça n'avait pas tellement de sens de démolir autant de choses qu'on avait passé du temps à construire et l'énergie à les construire, et puis ensuite, effectivement, les gens qui habitent dedans et toute la vie sociale et tous les souvenirs et tout ça. Donc, je crois que non, c'est le dernier recours. Après, je ne connais pas précisément à la fin pourquoi cette tour-là a été démolie, mais la démolition, on appelle ça la table rase, ça ne peut pas être un préalable à une opération d'aménagement. Il faut avant tout travailler avec ce qui existe et essayer par tous les moyens de continuer à construire la ville sur elle-même. Alors, pour notre première chronique, nous avons un collectif de vidéastes courneuviens. Leur page Facebook gonfle d'abonnés de jour en jour. Ils sont créatifs, incontrôlables et super attachants. Bien, sous vos applaudissements, le M9 Empire. Bonsoir le M9. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Saïd. Oui. Alors, qu'est-ce que vous avez préparé ce soir au fait pour notre émission? Ben, on a préparé une vidéo humoristique sur les architectes D'accord. et on a exagéré le truc en fait. D'accord. En Ouais. fait, vous avez expliqué le déroulement de comment ça se passait lors d'une réunion entre architectes, c'est bien Voilà. ça? D'accord, ok, très bien. Ben, nous sommes curieux de découvrir votre travail. On regarde ça tout de suite. Je vais vous demander le magnéto à JP. C'est parti. Bon, bande de nuls, on a décroché le contrat pour la Courneuve. Et vous avez bien bossé. La qualité des matériaux, s'il vous plaît. Donnez-moi des idées, toi. Du Dégage. Attends, je prévois des bâtiments en haut avec des bâches en plastique et du métal. Moi j'aime bien parce que ça va pas être très cher je pense. Ouais, vas-y, toi Et aussi. sinon je peux proposer Voilà. du carton, je pense que le carton ça... Je pense qu'avec le carton, nous allons cartonner. Je disais, le carton ça va pas être cher et on pourra l'avoir facilement en plus. En plus, quand ça brûle pour faire de la lumière. Le deuxième point, la taille des logements. J'attends vos idées. Le truc qui serait chouette, ce serait. Moi je pense qu'on devrait supprimer les chambres. S'il y a 3 chambres, on en fait une, comme ça la chambre des parents, des enfants ensemble. Et on va vraiment construire 2 murs. Ça c'est de portes. vraiment pas mal parce Donc que on va économiser de l'argent. grâce à cette idée, on peut mettre la salle de bain dans le salon Pas fan. et on peut mettre un canapé. Regarde, un canapé. On met la baignoire dessus et on met, je sais pas, tu fais ce que tu veux. Hein, mais bon. Je sais pas. Voilà. Et toi? T'es là pour rien, toi. T'observes, c'est tout. Et quand il y a quelque chose de dire, tu le dis. Oui. Le relou là, dis-moi qu'est-ce que t'en penses. Moi, je pense que la question fondamentale, c'est l'optimisation de l'espace. Qu'est-ce qu'il Qu'est-ce qu'il raconte, lui? C'est des débiles. J'ai un truc aux deux, tu peux me faire un massage parce que tu dis de la merde. Bon les gars, la qualité de vie, les commerces autour des bâtiments, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je pense que l'idée fondamentale, ce serait des commerces en bas de chaque immeuble. Alors, non, attends, Je vais te la prendre, hein. Non? tu reparles, Tu reparles. je te mords. Moi je propose un appartement en pharmacie. C'est un appartement en pharmacie, c'est un appartement, il y a des gens qui vivent dedans, et c'est une pharmacie. Pas fan, j'en vote. Bon les gars, la délinquance, je pense que vous savez ce que c'est. On arrête les policiers, déjà les policiers, moi j'aime pas. Les Pourquoi policiers, on arrête. On met des clones qui bougent pas. Comme ça quand on les voit de loin, ils auront peur, en gros c'est pas des vrais policiers. Je pense que la question fondamentale serait des policiers à proximité. C'est-à-dire C'est-à-dire. Toi tu vas te taire le stagiaire. Hein. C'est un stage d'observation, donc observation, Observation, tu la fermes, c'est-à-dire tu tu la regardes. fermes et tu regardes les pros, Je ok? peux pas donner. Chute, la ferme, la gorge. D'accord. l'écologement, vous savez ce que c'est? Ouais, c'est l'écologie, logementaire. C'est l'écologie dans les logements, quoi.
Ah Voilà. Donc on met un bâtiment. Mhm. Autour du bâtiment, on met une piste cyclable. Ouais. Et en tant qu'ancien coach sportif et pisteur cyclabiliste, je peux te dire que je transpire. Et quand je transpire, l'eau c'est quoi? L'eau ça se boit. Bah oui. La transpiration c'est de l'eau. Bah oui. Donc on met des gouttières pour que la transpiration elle tombe dans les gouttières Oui. et on peut boire. Et ça concerne en quoi l'éco-logement? En énergie. Ok. Ouais. Et toi? Moi, je pense que l'idée fondamentale ce serait des éco-responsabilités. Oh là On là. pas marre de parler celui-là. Alors toi, la prochaine fois que tu repars, je te refais le C'est portrait mon comme rôle, Picasso. ça. Ouais, c'est mon rôle. Ok, la prochaine fois que tu pars, je te refais le portrait comme Picasso. Ah, il sort des mots savants comme ça, t'es qu'un stagiaire. T'as même pas eu ton brevet. Bon les gars, dernier sujet, le transport. Moi je propose un bâtiment qui est coupé en deux. Ouais. Il faut les escaliers comme ça, comme ça, comme ça. Et en dessous il y a la gare. Absurde. Comme ça quand il y a le train qui passe, ils peuvent sauter par la fenêtre les gens. Ouais. Et à travers les parois, les vitres, on met des petits sacs. Comme ça quand ils sautent, ils arrivent dans leur wagon. Ah ouais, ce que tu proposes, c'est une demi-tour. Ouais, une demi-tour. Donc les gens, ils auront des demi-loyers, Ouais, des demi-tarifs ouais. et des demi-douches aussi. Bon, pour moi, l'idée fondamentale, c'est l'accès au transport. T'en as pas marre d'être un débile, toi? Franchement, ça gêne pas d'être un imbécile. Et sur ton CV, écris imbécile à la fin. Ouais. Mais c'est quoi stage? C'est quoi cette entreprise? Vas-y, je me bats. Je vais couper dans le barjon. Et je le fous là. On boxe ça non, mais c'est plus Excusez-moi les gars, je me suis un peu emporté tout à l'heure. Faut pas s'énerver comme ça, on rigolait. Hein. C'est pas grave, c'est la pression du boulot. Désolé boss. Ok. Bon, sinon dis-moi, c'était quoi ton idée fondamentale? Bon, mon idée fondamentale, c'était de faire une tour de 5000 logements. Et on appellerait ça les 5000. Les 5? Ouais! 5000, ça faisait cher, mais. Bon, c'est toujours lui, j'ai pas content, grave. je t'aime bien. C'est bien ça! Ouais. Achète un café, tu l'as mérité. Allez, je paye la tournée, allez, je paye la tournée. Allez. Eh ben, j'espère juste que les réunions d'architectes ne se passent pas de la sorte. Hein. Enfin bref, tiens, toi Saïd qui est beaucoup intéressé par le projet de construction, tu as une question pour nos invités? Ben en fait, je voulais savoir si les réunions ils se passent vraiment comme ça en fait. Ah, bonne question. Parfois, ça peut un peu se passer comme ça, mais je dirais que c'est plutôt le promoteur qui dit là, c'est beaucoup trop cher, il faut essayer de faire des logements plus petits, ou etc. Donc, on n'est pas tout seul, c'est un dialogue, parfois qui peut être un peu conflictuel, mais effectivement. En général, ça se passe bien. En général, ça se passe bien, on essaie en tout cas. Ouais. Pouvez-vous nous expliquer comment un architecte réfléchit à la longévité de ses constructions? Alors c'est une question intéressante parce que l'architecture c'est un métier, et je dirais même l'urbanisme, c'est un métier qui a à voir avec la durée, avec le temps. C'est-à-dire quand on construit pour longtemps. On essaie même de construire pour le plus longtemps possible. C'est pour ça que la question de la destruction, pour un architecte, c'est très dur parce qu'on est plutôt dans l'idée que les bâtiments doivent pouvoir continuer à se construire. On travaille avec la durée en fait. Donc ça c'est extrêmement important. Après, de façon assez triviale, il faut que les bâtiments soient bien construits pour durer. Ça veut dire des matériaux pérennes et ça veut dire aussi un environnement qui soit qualitatif. Parce qu'on parle beaucoup, quand on pense architecture, on pense beaucoup à ce qui est construit, on pense aux bâtiments, mais en réalité, dans l'histoire, si on prend le temps très long, ce que l'homme a le plus transformé, c'est le sol en fait, c'est l'aménagement du sol. Donc l'architecture, c'est aussi de travailler avec l'architecture du sol. Et c'est souvent ce qui, dans les grands ensembles, a manqué, en fait, c'est il y a beaucoup de raisons à tout ça, mais on a construit des bâtiments et on s'est assez peu préoccupé de la manière dont on pourrait bien aménager le sol, faire qu'il puisse y avoir des espaces publics qualitatifs, des activités, d'autres fonctions, etc. Donc, Merci de votre intervention. C'est le moment de passer à la rubrique suivante. On va remercier le M9 d'être passé sur le plateau ce soir. Et c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Merci à vous. Dans la rubrique qui va suivre, nous recevons une lycéenne et une journaliste du Regard La Courneuve. Alors, elles ont réalisé un reportage à La Courneuve même. Elles ont donné la parole à des habitants directement concernés par les démolitions et la rénovation urbaine. Merci d'accueillir Apolline et Célia.
Installez-vous, ouais, prenez le temps. Alors, bonsoir à toutes les deux. Apolline, tu peux nous présenter brièvement ton travail, ton reportage plutôt? Tout simplement, je suis allée à la rencontre des habitants directement concernés par la destruction de ces tours. Comment ils l'ont vécu, savoir le pourquoi du comment de ce projet. Et tout simplement, c'est un projet qui me touche beaucoup. Voilà. Célia, quel a été ton rôle aux côtés d'Apolline? Alors moi, j'ai accompagné Apolline dans tout le travail en amont, que ce soit dans l'élaboration des questions, le choix des angles, et je l'ai accompagnée aussi sur le reportage, mais c'est essentiellement elle qui a travaillé. D'accord, ok. Je vous propose de regarder votre vidéo et d'en parler tout de suite après. Magnéto JP. Bonjour à tous, moi c'est Apolline. Dans ce grand reportage, nous allons parler d'un sujet qui touche à notre quotidien, la destruction des tours. Alors, quel est l'impact sur les habitants et comment envisagent-ils l'avenir? Tout de suite, je vous emmène avec moi à leur rencontre. Pourrais-tu te présenter s'il te plaît? Je m'appelle Mounir, j'ai 23 ans, j'ai vécu à Debussy et je suis agent de sécurité. Je m'appelle Karim, j'ai 24 ans, je suis originaire de La Courneuve. J'ai vécu à La Courneuve, je suis né à La Courneuve, plus précisément de Balzac. Mes parents, ça fait 30 ans, ils habitent ici, voire 40. Je m'appelle Ayash Warna et j'habite au Mail. Et ça fait 4 ans que je suis là. Alors, je m'appelle Faïma, j'ai 25 ans, j'habite à La Courneuve. J'habitais en premier à Renoir, qui a été détruit. Après, je suis partie à Présov, qui a été détruit aussi. Après, j'habitais chez mes parents à Hôtel de Ville. Donc là, j'ai acheté ici, où j'avais vécu toute mon enfance. Qu'est-ce que ça te fait de voir ta tour en ce moment même où nous parlons se faire grignoter? Moi, c'est triste, il y avait beaucoup de souvenirs. J'ai grandi ici, j'ai mes premiers pas, tout depuis que je suis né, quoi. Je vis là en fait. J'ai vécu là. On n'arrive même plus à voir en fait, même structurer en fait même l'étage où j'habitais. J'habitais au 7e étage, bâtiment 3. Déjà émotionnellement, j'ai eu mal. C'était ma tour, on va dire. Et ensuite, franchement, c'est dommage qu'ils ont détruit cette tour. C'était bien, c'était confortable, il y avait un bon voisinage et voilà. Je comprends pas pourquoi ils ont dû la détruire. On était une famille et là maintenant on est éparpillés un peu partout. Mais peut-être que c'est un bienfait en fait pour la ville, ça modernise la ville. Vous vous sentez bien au Mail? Est-ce que vous êtes bien ici? Pas tout à fait, mais on vit avec, ça va. C'est-à-dire? Par exemple, les ascenseurs, ils sont toujours en panne. Et des fois, il y a des bruits, il y a des gens de trafic. Est-ce que vous êtes au courant du projet de réhabilitation? Oui. Pour moi, je suis contente pour déménager de là. Personnellement, moi, toute seule avec 3 enfants, ici, ils vont grandir, c'est difficile. Et bientôt, on aura le métro, on aura beaucoup de choses qui viennent. Donc, c'est bien pour le futur, pour nous, pour les gens qui ont acheté. Donc voilà, mais c'est bien, on aura tout en même temps. C'est-à-dire le métro, on a le Grand Gare déjà, ça c'est déjà pas mal, ça va. Détruire? D'accord. Mais que construit-on après? Nous nous sommes intéressés aux changements induits par la rénovation urbaine. Tout de suite, rencontre avec Soumia et Nadège, chargées de la rénovation urbaine. Quand on démolit un logement, effectivement, il y a une enquête sociale en fait, qui a lieu. Et en fait, suite à cette enquête sociale, pendant cette enquête sociale, le locataire il fait son choix. Est-ce qu'il veut rester sur place ou partir? Et le bailleur le reloge, où il le souhaite. Et en général, les habitants, plus de 80%, veulent rester sur le territoire. Donc c'est la raison pour laquelle on construit des nouveaux logements pour eux, ça c'est sûr. Ça premièrement. Deuxièmement, l'ANRU 1, en fait, dans le cadre du relogement, imposait qu'il y ait au moins 50% des gens qui habitent l'immeuble qui habitent dans du neuf. Donc ça c'est clair que les logements neufs sont pour eux, ça c'est évident.
Puis troisièmement, sincèrement, politiquement, là pour le coup, peut-être qu'ailleurs, à Meaux, à Neuilly, ou je sais pas, Neuilly, il n'y a pas de rénovation urbaine, mais dans notre quartier, peut-être que ça se fait, mais sincèrement, à la Courneuve, il y a quand même une ligne directrice qui est de dire je fais de la rénovation urbaine pour les habitants qui sont ici. Par contre, il va y avoir des quartiers qui vont être aménagés, typiquement la gare des 6 routes, et j'espère, et on espère, ramener une nouvelle population, quoi. Ça c'est sûr. Alors bien sûr qu'elle est courneuvienne, mais on espère aussi ramener une nouvelle population de Saint-Denis, de Paris, etc. Ça c'est clair que on n'y est pas du tout opposé. Enfin moi, pour ma part, j'y suis pas du tout opposé. Hein. Mais en tout cas, quand on démolit des logements à la Courneuve, il faut les reloger. Il faut les reloger de préférence à la Courneuve et surtout dans des logements plus confortables dans lesquels ils étaient auparavant. Mes parents, ils ont voulu rester à la Courneuve vu qu'ils ont leurs habitudes ici. Et voilà. Après, franchement, niveau bâtiment, c'est pas comparable. Hein. L'insonorisation, les murs, franchement, c'est mal fait. C'est des constructions faites à la va-vite. Tu le ressens directement quand on a emménagé ici, on l'a vu de ressenti. Et voilà, hein, les pièces, elles sont plus petites. Voilà, franchement, incomparable. Et le projet du Grand Paris, qu'est-ce que vous en pensez en fait de tout ça? Ça, c'est des conneries, ça. Ça va changer quoi dans nos vies? Ça va rien changer. Au contraire, ils font qu'augmenter nos loyers. Et franchement, ça change rien du tout. C'est encore pire que la misère totale. Il y en a, ils n'arrivent même pas à remplir leur frigo à cause de leurs conneries, le Grand Paris, là. C'est ça, ils veulent nous jeter nous éloigner du 93. La réalité, c'est que nos parents, ils sont arrivés à Paris, il y avait le périphérique. Ils ont viré nos parents, ils les ont mis dans les banlieues. Nous, on est nés dans des banlieues. Ils veulent nous mettre derrière les lignes de métro. Nous, le Grand Paris, à la base, on l'a accueilli à bras ouverts, avec le métro et tout, etc. Et aujourd'hui, c'est un désastre. Pourquoi? Il y a un truc qui s'appelle la gentrification. C'est-à-dire comment on fait pour changer une population, c'est-à-dire enlever la population la plus pauvre pour remplacer par une population plus aisée. Alors, merci à Apolline et Célia. Très beau reportage d'ailleurs. Alors, Apolline, une première question pour nos invités. Antoine ou Sabrina, je sais pas. Sabrina Ouazani, vous qui avez grandi à La Courneuve, est-ce que vous vous sentez toujours chez vous, malgré ces destructions? De toute façon, je m'y sens chez moi parce que ça peut pas être autrement, c'est chez moi. Et puis le plus important, c'est les habitants de La Courneuve, c'est les Courneuviens eux-mêmes qui, eux, n'ont pas changé. Donc forcément, je me sens chez moi. Après, c'est sûr que c'est pareil, ma maman, elle a été relogée à Drancy. Et pour elle, ça a été aussi super difficile parce qu'elle me disait mes copines me manquent, mes repères me manquent, même le marché de Drancy, il est plus cher. Donc forcément, ouais, il y a un décalage. Comme je le disais, il y a une nostalgie, il y a un manque. Mais moi, cette ville, elle m'est chère. J'ai fait des choses, j'ai avancé professionnellement, mais ça reste mes racines, mon chez moi. Donc je peux pas le quitter. Mais avec ou sans tour, c'est chez moi. Dans le grand reportage, la question du Grand Paris est beaucoup ressortie. En tant que Courneuvienne, comment tu vois le projet? Moi, je trouve ça génial, mais plus, je pense pas aux gens de l'extérieur et à ce que ça va apporter dans le sens de eux venir à nous. Je pense plutôt à nous, à l'ouverture sur les autres, sur Paris. On a toujours été enclavés. On a l'impression qu'il y a à l'intérieur du périph' qui est Paris. Et nous, on a l'impression d'être à l'extérieur et d'être un peu mis à l'écart. Et finalement, je trouve que c'est un pont, c'est un passage vers Paris, parce que voilà, on y a tous le droit. Donc c'est forcément une facilité. Je trouve que c'est une bonne chose, bien sûr. Sabrina, pour rebondir sur le Grand Paris, justement, j'avais vu dans une interview d'il y a quelques années que vous aviez donnée pour le journal municipal, vous expliquiez que détruire les tours n'avait de sens que si c'était pour construire du mieux. Aujourd'hui, étant donné tous les changements qui sont déjà produits à La Courneuve, est-ce que vous considérez que ça valait le coup, toutes ces destructions? Je sais pas, en fait, ça valait le coup. C'est toujours difficile je suis pas très objective dans le sens où moi, c'est forcément, voilà, c'est chez moi. Moi, j'ai envie de revoir mon chez moi, mes tours, mes 15 étages.
Enfin, forcément, mon stade, là où j'ai grandi, ça manque forcément. Maintenant, j'espère que les gens sont mieux logés, mais je sais aussi que les loyers ont augmenté. Donc, forcément, c'est un peu plus difficile. Moi, j'habite dans les nouveaux bâtiments. Donc, je sais que c'est forcément pas accessible à tous. Et c'est ce qui est dommage. J'espère quand même qu'il y a une partie qui est restée sociale et qui fait que les familles s'y sentent bien et effectivement vont avoir de plus en plus de choses qui viennent à eux, comme les transports, la gare des 6 routes, le métro. Moi, j'essaie de positiver et de me dire qu'on va de l'avant et qu'en tout cas, quoi qu'il arrive, on pense toujours en bien à essayer de faire mieux pour les Courneviens. Voilà. De ton point de vue, non, ça va. De ton point de vue, tu penses que cette nouvelle construction sera profitable aux Courneviens? En fait, c'est pas ça, c'est que j'ai entendu plein de choses. J'ai entendu que je sais que c'est difficile, on habite au 4000, donc forcément, quand on détruit des bars de 15 étages ou plus, on se dit toutes ces familles, où est-ce qu'on va les reloger en fait? Parce qu'on va refaire des bâtiments de 5 étages, donc forcément, c'est une question de calcul. Faut pouvoir les mettre quelque part, ces gens. Donc on brise des cœurs, des familles qui vont ailleurs, des amitiés, et des choses comme ça aussi. Mais j'espère que oui, c'est bénéfique. J'ai entendu qu'il y avait une partie qui était pour le privé, etc. Donc on a envie que ça reste à nous, pour nous, accessible à nous, aux revenus modestes. Mais effectivement, j'ai pas forcément ces réponses-là. Je sais pas si je dis vrai, donc voilà, c'est délicat. C'est votre point de vue. Ouais, c'est mon point de vue. Antoine Végère-Coller, vous participez à la construction des 6 routes. Comment le projet s'inscrit-il dans la ville de La Courneuve? Le Grand Paris, il commence tout juste à se construire. Enfin, il existe administrativement depuis presque 2 ans, mais c'est la construction d'un grand réseau de transport de 100 km, et puis c'est des gares et tout ça, et c'est quelque chose qui aujourd'hui existe sur le papier, mais qui va se construire pendant de très nombreuses années, en fait. Donc, ce qui était intéressant avec le positionnement de la gare, en fait, c'est qu'elle était elle-même dans une situation un peu à la limite, on pourrait dire, et qu'elle ouvre la possibilité, la construction de la gare, d'aller chercher la résidence du parc, de s'ouvrir sur les 4000, de relier le centre avec les 4000 et d'aller chercher le parc. Donc, en fait, avec la gare, puisque nous, on a été amenés à réfléchir sur ce qui va autour de la gare, déjà, on a dit qu'il ne faut pas démolir, puisque ça, effectivement, aujourd'hui, on ne fait plus la ville avec comme préalable de démolir, donc il n'y a pas de démolition. Et puis, ce qu'on reconstruit, ça doit être pensé pour amener de la qualité à ce qui existe déjà. Donc, où est-ce qu'on met les logements nouveaux par rapport à ceux qui existent? Après, la collectivité publique aussi maîtrise les prix de sortie pour que les gens puissent accéder à la propriété, parce qu'il y a des risques de gentrification. C'est vrai ce qu'on entendait dans le reportage. Donc, c'est beaucoup de dispositifs qui permettent de faire en sorte qu'on arrive à maîtriser et à contrôler ces dérives. Et justement, donc vous travaillez sur le projet des 6 routes. Aujourd'hui, c'est vrai que ça ressemble plus à un carrefour automobile qu'à un espace piéton. Comment est-ce que vous allez faire pour en faire un vrai lieu de vie qui profitera aux Courneviens? Comment disait la personne tout à l'heure, c'est ce qui est le plus fondamental. C'est comment on fait de ce lieu de passage un lieu de destination. Je disais tout à l'heure, on n'a pas assez pensé le sol. Le projet, c'est d'abord effectivement de faire que ce soit plus qu'un nœud circulatoire, mais qu'on puisse s'arrêter, qu'on puisse être bien et s'arrêter. Donc le projet, il est d'abord travaillé à partir de l'espace public, notamment de Salingro, en fait, qu'il s'agit de réduire dans sa capacité circulatoire pour trouver plus de place pour y mettre autre chose, et créer aussi les conditions qu'il y ait d'autre chose que du logement, qu'il y ait du commerce notamment, mais il faut réunir les conditions pour que ça marche. Et une gare, c'est déjà un bon atout. Et donc les 6 routes, c'est une gare, c'est des commerces, c'est des habitations. Et vous parlez de gentrification tout à l'heure. Forcément, tout ça, ça crée plus d'attractivité pour la Courneuve. Et est-ce qu'à votre avis, il va falloir quand même une forte volonté politique qui puisse empêcher d'avoir le même phénomène de gentrification qu'on a pu voir dans d'autres villes de banlieue? Alors, peut-être ce qui est important, c'est que la gentrification, notamment parisienne, elle est issue d'un modèle qui part du centre. C'est-à-dire qu'effectivement, le boulevard périphérique a créé une enceinte, et puis il y avait le centre et la périphérie. Donc il y a eu des systèmes où effectivement, à chaque fois, on repousse plus loin les populations les moins aisées. Le pari du Grand Paris, justement, c'est de dire on arrive sur tout ce territoire qui fait plus de 7,5 millions d'habitants, Paris c'est à peu près 2 millions, de dire avec ce réseau qui est plus uniquement centré,
on est sur un territoire qui partage des qualités communes. Et ça, c'est très grand. Donc l'idée, c'est qu'il n'y ait plus, pour simplifier, qu'il n'y ait plus un intérieur et un extérieur. Donc il y aura effectivement des logements qui sont plus près des gares et d'autres un peu plus loin, mais on est sur un territoire qui est beaucoup plus large, et donc où cette crainte de l'intérieur et de l'extérieur est beaucoup moins prégnante. Dernière question sur la gare, justement, qui est un espace, en général, c'est fermé. Comment est-ce qu'elle a été pensée, cette gare, pour s'intégrer dans le quartier ? Alors, l'idée de cette gare, c'est déjà d'en faire un espace qui soit très ouvert sur la ville, et que cette gare puisse avoir une grande entrée vers le centre-ville historique, et puis aussi une entrée ouverte vers le parc. Donc c'est de dire, cette gare, c'est presque un espace public qui est juste couvert. Il y aura aussi des programmes qui sont associés à la gare, mais il n'y a pas beaucoup de place à cet endroit-là. Donc l'idée, c'est de dire les commerces, notamment, on va plutôt les mettre sur les nouvelles constructions qui sont de l'autre côté, ce qui permettrait aussi un jour d'imaginer que le Leader Price puisse aussi être mieux traité, que peut-être son parking évoluera d'une façon positive et tout ça. Donc c'est aussi l'idée de faire du développement autour de ça. Et puis il y a aussi le projet de faire des logements au-dessus de la gare, de dire on a là la possibilité d'avoir des gens qui habitent tout de suite au-dessus de la gare pour en faire un vrai bâtiment urbain, qui ne soit pas juste une station de métro, si vous voulez. Merci à Apolline et Célia d'être passées sur le plateau ce soir. Je vous demande de les applaudir. Alors, pour poursuivre notre échange, notre nouvel invité est un maire. Et ce soir, il vient nous parler politique du logement dans sa ville. Tout de suite, dans l'instant politique, merci d'accueillir le maire de la Courneuve, M. Gilles Poux. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on a vu que vous avez regardé le reportage dans le public. Alors, quelle est votre réaction par rapport à ce reportage ? C'est un reportage tout à fait vrai. Quand on démolit, on voit bien que ça laisse des meurtrissures. Sabrina le disait. C'est d'abord un constat d'échec. On n'a pas su gérer ces bâtiments, donc ils ont dysfonctionné parce qu'ils n'ont pas forcément toujours été bien conçus, et qu'à un moment donné, quand on arrive à ce type de décision, c'est excessivement traumatisant, parce que là où on a vécu, même si on fait le choix de partir, on a toujours plaisir à revenir, à dire ben, c'est là que j'habitais, c'était là que je... Et là on revient, il n'y a plus cette histoire-là. Et donc, on ampute, je dirais, une partie de l'histoire des habitants de ces bars. Donc, c'est toujours un moment difficile, et ce sont toujours des décisions excessivement douloureuses qu'on est amené à prendre, et que moi, personnellement, j'ai prises. Même si ces décisions, quand on les a prises, chaque fois, on les a prises avec un aval d'une large majorité des habitants qui, à un moment donné, ne s'y retrouvaient plus fondamentalement, et n'avaient plus de perspective d'amélioration et d'une vie qualitative à laquelle ils aspiraient. Et donc, c'est aussi ce cheminement-là que nous avons fait avec les habitants, mais ça reste toujours pour moi un échec dans ce qu'est l'aménagement d'une ville. Mais il y a quand même des inquiétudes face à ce projet. Quel levier avez-vous pour éviter ce phénomène de gentrification à la Courneuve ? Oui, la Courneuve est une ville qui aujourd'hui intéresse, parce qu'il y a des transports, il y a des nouveaux modes de transport qui vont arriver. Et donc si on n'y fait pas attention, on risque d'être confronté à ce phénomène de chasser encore un peu plus loin les populations les plus précaires. C'est pour ça que nous, dans tous les choix que nous faisons le choix de systématiquement imposer de la reconstruction de logements sociaux. C'est-à-dire que nous, dans toutes les conventions que nous signons, y compris avec les promoteurs qui veulent construire du logement privé, nous leur imposons 30% de logements sociaux, de façon à ce qu'ils puissent continuer à avoir des réponses structurantes pour permettre d'accueillir toutes les populations. Et y compris dans le cadre de l'accession à la propriété, nous mettons en place des processus d'accession dits sociales, et avec des résultats qui sont intéressants. Sur la Courneuve, l'année dernière, sur l'ensemble des constructions neuves qui ont été à l'acquisition, 35% ont été achetés par des Courneuviens, c'est-à-dire un taux d'achat par les Courneuviens très important, parce que précisément on veut que l'amélioration, la transformation de la ville profite d'abord et avant tout aux Courneuviennes et aux Courneuviens. C'est le choix que nous faisons, mais c'est une
c'est une vraie bataille politique qui nécessite des engagements et de la détermination, y compris pour maîtriser le prix du foncier, parce que voilà, à la Courneuve, si on fait rien, on s'aperçoit que le prix du foncier monte très très vite. On est aujourd'hui déjà à 3 500 le mètre carré. On n'est pas comme à Malakoff où on est déjà à 6 000 et comme à Paris où on est à 8 000 € le mètre carré. Et donc c'est aussi une bataille pour faire en sorte de tenir le prix des terrains, pour créer les conditions que ça puisse continuer à être habité par la population de notre ville et que les jeunes qui sont ici puissent profiter du développement de leur ville. Alors, merci à vous, monsieur le maire, d'avoir répondu présent ce soir avec nous pour donner votre avis sur ce reportage. Et à la prochaine. Merci à vous et bravo. Alors, dans la rubrique qui va suivre, avec un peu plus de légèreté et d'humour, bien sûr, je vous demande d'accueillir le collectif Woussa. Oh. Ça va? Ça va bien? Alors, installez-vous, prenez le temps. C'est bon? C'est bon. Je peux? Ok. Alors, déjà, bonsoir. Bonsoir. Avant de venir, en fait, j'ai regardé vos vidéos et tout, et je me suis demandé ce que signifiait le mot Woussa, au fait, parce que c'est le nom du collectif. Woussa, en fait, c'est un mot qui signifie se calmer ou bien se détendre. C'est-à-dire? Par exemple, vous, Ismaël Malika, à la fin de l'émission, vous êtes rentré chez vous en vous disant « Ah ouais, l'émission était super, on a eu de bons invités, en plus, on est des bons présentateurs. » Après là, vous allez vous asseoir sur votre canapé, et là, vous pourrez placer Woussa. D'accord, ok, c'était pas mal cela. Vous pouvez les applaudir. Sinon, qu'est-ce que vous nous avez préparé pour ce soir? En fait, on a fait une version parodique de la migration de la population parisienne en banlieue comme la Courneuve ou autre. On va découvrir ça ensemble tout de suite et on en reparle juste après, d'accord? Magnéto, JP, s'il te plaît. La ville de Paris s'agrandit. Mais c'est génial. Plus de Footlocker, plus de Lidl, que des magasins de costumes style Bragard, Brice. Non mais plus sérieusement, vous imaginez des Parisiens dans le 93? Wesh les gars, votre ville elle est chambée. Ils vont devoir s'adapter. Excusez-moi. Auriez-vous l'amabilité de m'indiquer le chemin vers la Fouquette, s'il vous plaît? Et vice versa, si c'est Paris qui prend l'ascendant sur le 93, même les délinquants vont devoir s'adapter. Bon, moi j'ai un nouveau produit à te présenter, t'as vu? La tête de âme, tu tires une taf, t'es enrubé direct. En plus c'est bio, économique, énergique, tout ce que tu veux. Avec ça tu fais du sucre, tu fais de l'huile, tu fais de l'eau, tout ce que tu veux mec. Le Grand Paris est un projet visant à changer l'agglomération parisienne en une grande métropole européenne, voire mondiale du 21e siècle. C'est bien beau tout ça, parce qu'en vrai, tout le monde n'a pas les moyens d'habiter à Paris. Hé les gars, j'ai trouvé un logement, un F05 à seulement 3 000 € par mois. Ils parlent d'améliorer les transports, c'est cool. Mais si ça augmente les prix des loyers, les banlieusards devront trouver des logements plus loin. Wesh, ça me perd ici mon con. Le Grand Paris, c'est un super projet. Je dis pas le contraire. Mais j'espère, et je parle au nom de tous les départements avoisinant Paris, qu'ils ont pensé à tout le monde et aux personnes qui sont nées et qui ont grandi dans les rues et ces cités. Parfait. Franchement, c'est bien ce que je pensais. On a des comiques ce soir avec nous. Alors, Woussa. Oui. J'imagine que vous avez une question à poser à nos invités. Oui, j'aimerais savoir déjà qu'est-ce que vous pensez de notre vidéo? Ah mais moi je me suis marrée, je trouvais ça génial, je trouve ça super de effectivement parler d'un sujet important, presque même sensible, qui nous fait peut-être peur effectivement, l'arrivée des Parisiens, et de le tourner comme ça avec l'autodérision et de l'humour comme ça. Non, je trouve ça top, bravo. Merci. Vraiment. Pas mieux, je trouve ça vraiment, vraiment étonnant. Ouais. J'ai une question aussi pour vous, Sabrina, et Oui. j'aimerais savoir comment vous avez débuté votre carrière? Comment j'ai débuté ma carrière en fait, c'est un peu le hasard, parce que c'est un casting sauvage. C'est ma maman qui a emmené ma petite sœur
Elle est là. Sauf qu'elle était comme ça, il y a 15 ans, au parc de la Courneuve pendant l'été, et qui a trouvé une affiche à l'arrêt du tramway, au 6 route d'ailleurs. Et voilà, qui s'est dit pourquoi pas, qui nous l'a proposé comme une occupation pour une après-midi à mon frère et moi, en disant est-ce que vous avez envie d'essayer? On a dit ouais, allez. Et on est parti passer ce casting comme ça, un peu à l'improviste, sans rien attendre après. Hein. Il s'est passé des semaines avant qu'on ait une réponse, mais de toute façon, on ne l'attendait pas, on n'attendait rien, on n'attendait pas de retour. J'espérais même pas, j'espérais rien, je ne me permettais même pas de rêver que c'était possible. Et puis on m'a appelé pour mon premier film, donc du coup pour l'Esquive, pour me dire que c'était bon. Comme quoi le hasard fait les choses bien. Ouais. Et comme quoi il faut y croire finalement. Exactement. Et j'aimerais savoir aussi si vous n'auriez pas des conseils pour nous. Et je pense que le premier conseil, c'est d'abord de continuer de persévérer, parce que vous, c'est déjà super ce que vous faites, et je pense que vous pouvez encore aller plus loin, et vraiment, il faut continuer, parce que c'est charmé, je vous le dis du fond du cœur. Et puis pour tout le monde, de croire que c'est possible, parce qu'effectivement, moi, quand on me pose la question de est-ce que tu voulais être actrice avant, je disais non, parce que je ne pensais pas que c'était possible. Je n'avais pas d'exemple, de modèle, ou de me dire oui, elle a réussi, alors pourquoi pas moi. Je me disais que ce n'était pas possible, mais en fait, il faut croire en vous, et il faut juste vous dépasser, foncer avec de la détermination, du respect et de la persévérance, et du travail. Vous pouvez la remercier. Merci. Non, avec plaisir. Nous remercions le collectif Moussa. À une prochaine fois, pourquoi pas. On continue dans la culture avec un live musical. Ils nous ont préparé un morceau spécialement pour l'émission. Sous vos applaudissements, je vous demande d'accueillir Mamadi Diabaté, 4000 Cara et Amélie. Savoir le fond de ma pensée, je vais sûrement offenser le grand Paris. Une sale idée, non ça se passera pas comme ça, je peux dire ce qui arrivera. Ils veulent changer les plans papa, ils n'y arriveront pas. Ça ne les empêchera pas de voler, ça ne les empêchera pas de dealer, ça ne les empêchera pas de tout dégrader. Pour se faire écouter, la Courneuve c'est nous et pas le grand Paris. Ça le restera, moi je t'en fais le pari. Et ça le restera, moi je t'en fais le pari. Je veux savoir le fond de ma pensée, je vais sûrement offenser le grand Paris. Une sale idée, destruction de nos tours, nos murs sont tombés. Nos souvenirs éloignés dénaturent nos quartiers. Ça ne nous empêchera pas de marcher, ça ne nous empêchera pas d'avancer, ça ne nous empêchera pas de continuer à porter nos cités. La Courneuve c'est nous, et pas le grand Paris. Ça le restera, moi je t'en fais le pari. Ça le restera, moi je t'en fais le pari. On t'en fait le pari. On t'en fait le pari. Para pa pa parara, para pa pa parara, para pa pa parara, para pa pa parara. Futilité, ce n'est pas les bâtiments à côte qui les empêcheront de dealer. Futilité, ce n'est pas les bâtiments à côte qui les empêcheront de dealer. Futilité.
n'est pas les bâtiments à côte qui les empêcheront de futilité, futilité, ce n'est pas les bâtiments à côte qui les empêcheront de para pa pa parara, para pa pa parara, para pa pa parara, para pa pa parara, para pa pa parara. Merci beaucoup. Merci à vous. Très belle interprétation, franchement. Merci. Merci. Vous pouvez les applaudir encore. Merci. À plus. On se retrouve bientôt. Vas-y. Suite au live musical, on peut comprendre que beaucoup de gens ne se sentent pas concernés par le Grand Paris, voire le rejettent. Quelle est votre opinion à ce sujet ? Je pense que chaque grand changement, par nature, fait toujours peur. Donc cette peur, cette crainte-là, je pense qu'elle est normale. Et je le disais tout à l'heure, construire le Grand Paris, ça va nécessiter de faire attention à tout un tas de choses. Ce qui est sûr et ce qu'on peut dire, c'est que je pense à la Seine-Saint-Denis, par exemple, qui a beaucoup servi la ville-centre, qui a beaucoup servi Paris. C'est quand même fou qu'il y ait autant de richesses qui traversent ce territoire, entre Roissy et la Défense, par exemple, et que le territoire en profite si peu. Donc c'est essentiel que cette condition-là change. Et entamer le Grand Paris, c'est-à-dire de dire qu'il ne faut plus qu'il y ait un centre et des périphéries, il faut qu'il y ait un territoire où on puisse réfléchir de façon collective, et que pour ça on y mette les moyens, et ça passe aussi par le transport. C'est pour ça que le début du Grand Paris, c'est de faire des gares pour qu'on puisse relier les territoires. C'est un point de départ, et il va falloir le construire progressivement, et avec les jeunes, je pense. Et quand je vois à quel point ça vous intéresse, ce sujet-là, je pense que si on allait dans les villes et qu'on questionnait les jeunes sur leur intérêt pour le Grand Paris, ils ne seraient pas aussi mobilisés que vous. C'est assez rare d'ailleurs que les architectes prennent la parole sur des plateaux comme ça. Donc moi je suis assez enthousiaste et je pense que voilà, il va se construire avec vous et c'est sous de bons auspices, je pense. Très bien, merci. Et toi, Sabrina, selon toi, tu penses que le Grand Paris va améliorer la vie des Courneuviens, entre guillemets ? Moi, c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure. Je pense qu'en tout cas, c'est fait pour ça. C'est toujours dans le but et dans le projet d'améliorer le quotidien des Courneuviens avant tout. Donc j'espère, oui, totalement que les Courneuviens, avant tout, en profiteront et accueilleront à bras ouverts, justement, le Grand Paris, parce que je pense que c'est aussi, ça peut être aussi une bonne chose pour nous, effectivement. Alors, l'émission touche bientôt à sa fin, mais pour terminer ce second numéro, le LC Mag a décidé d'ouvrir son micro à des jeunes de la ville. Effectivement, ils sont lycéens ou tout simplement jeunes de la Courneuve, et cette rubrique est pour eux. Ils ont préparé des questions avec le service jeunesse de la ville ou encore le lycée. Eh bien, c'est parti pour le LC Mag. Vous pouvez vous présenter rapidement ? Moi, je m'appelle Wenjen Coco, je suis au lycée Jacques Brel. Et on travaille sur un projet en littérature et société qui est axé sur la ville, le Grand Paris. Et du coup, j'avais une question pour monsieur Vigère-Colère. On sait que le Grand Paris amènera des améliorations dans la vie des Courneuviens, mais vous ne pensez pas que les inconvénients comme l'augmentation des coûts de transport ou l'immobilier peuvent jouer sur ça ? Oui, on en a effectivement un peu parlé déjà. Il va falloir beaucoup réguler en fait, ces questions-là. À vrai dire, on ne les maîtrise pas très bien encore, tous ces effets induits. C'est-à-dire, on sait que ça va changer, on sait qu'il y a des risques, il faut anticiper, il faut prévoir. Mais effectivement, je pense qu'il faudra être très vigilant sur le coût de la vie, en fait, tout simplement, et sur la possibilité que les gens qui sont en place puissent continuer à rester là où ils sont et améliorer leur cadre de vie, parce que c'est ça, au fond, l'objectif. Une deuxième question pour toi ? Oui. Donc, moi, c'est Myriam Rioult. En fait, on fait la même chose, donc voilà. Vous êtes en quelle classe ? En seconde. Ah. Et donc, j'avais aussi une question.
Donc, vu l'urgence des constructions, aussi bien pour le Grand Paris que pour les JO, les nouveaux bâtiments ne risquent-ils pas d'être négligés, comme Balzac ou les 4000 l'ont été? Comment pouvez-vous assurer de la pérennité de ces nouveaux bâtiments? Alors, je pense qu'on a appris depuis qu'on a construit les grands ensembles. Enfin, en tout cas, les générations ont compris qu'il fallait sans doute faire un peu différemment. Il faudra aller assez vite pour être prêt en 2024. D'ailleurs, si les JO viennent, c'est aussi parce qu'il y a le Grand Paris. C'est que le comité de sélection a vu que les efforts allaient être faits avec le transport pour que les JO soient là. Et aussi, une des raisons pour laquelle Paris a été retenu, c'est qu'il y a eu une vraie démonstration de fait pour que ce qu'on construise pour les JO, le village des athlètes qui sera à Saint-Denis ou le village des journalistes qui sera en partie à La Courneuve d'ailleurs, du Nil à Courneuve, on puisse amener les garanties que ces constructions-là devront pas juste tenir le temps des JO, mais serviront en fait pour y accueillir des gens, des familles, etc. Donc c'est un enjeu. 2024, c'est un temps quand même assez long, donc ça va laisser le temps de construire convenablement. Merci aux jeunes du lycée Jacques Brel. Merci d'être avec nous ce Merci. soir. Vous pouvez remercier Antoine qui a répondu à votre question, tout en espérant qu'il a été clair avec vous. Donc merci à vous et venez comme vous voulez. Alors c'est pas tout. D'autres jeunes de la Courneuve, plus précisément du service municipal de jeunesse, souhaiteraient poser des questions à nos invités, Antoine ou Sabrina. Donc merci d'accueillir Ilana. Bonsoir Ilana, comment tu vas? Bonsoir. Je m'appelle Ilana et je suis une jeune du service jeunesse. D'accord, je crois que tu as une question pour nos invités. Deux. Je t'en prie. Deux questions. Elle t'aime bien cher. Pour Antoine Wider-Kohler, on constate que la plupart des bâtiments neufs construits ici se dégradent beaucoup plus rapidement que les anciens. Comment l'expliquer? C'est vrai que bien construire, c'est devenu assez difficile et il y a beaucoup de progrès à faire pour qu'on construise mieux, pas seulement des logements plus grands, mais aussi des logements qui tiennent mieux dans le temps. Et voilà, c'est un vaste sujet, la qualité de la construction en France. C'est aussi un des problèmes parce qu'on construit cher et pas forcément de très bonne qualité. Donc il y a du travail à faire et ça vaut vraiment la peine de s'y pencher. Merci. Pour Sabrina Ouazani, vous êtes courneuvienne et semblez très attachée à la ville, malgré la célébrité. Vous avez décidé de rester vivre à la Courneuve. Pourquoi ce choix? Pourquoi ce choix? Je vais peut-être un petit peu me répéter, mais parce que tout simplement c'est chez moi, parce que j'aime la Courneuve, que j'y ai mes repères, que j'y ai ma famille, mes parents. Ouais, tout simplement parce que c'est chez moi et qu'effectivement j'ai du mal à me projeter ailleurs et à me dire que je vais pouvoir être bien ailleurs, même quand je suis en tournage, même quand je suis sur Paris ou que je suis à l'étranger ou ailleurs en France. J'ai hâte de rentrer chez moi. Juste quand je passe porte de la Villette et que je commence à arriver par Aubervilliers, il y a un truc de ouais, c'est chez moi, je me retrouve chez moi, ça y est, enfin. Merci. Ça. Merci. Eh bien, merci à vous. Malheureusement, c'est la fin de l'émission du LC Mag. Nous sommes très heureux de vous avoir accueillis aujourd'hui avec nous. Merci aux invités, merci au public, merci à la Courneuve. Vous pouvez toujours nous suivre sur la page Facebook du LC Mag et vous connaissez le dicton. N'attendez pas qu'on vous donne la parole. Prenez-la. Merci à vous.